Dans une paisible ville côtière de Bretagne, Amélie Dubois, herboriste et guérisseuse, rencontre Dorian de Montaigne, un milliardaire marqué par la vie. Mais tandis que secrets, trahison et chagrin refont surface, l'amour sera-t-il assez fort pour renaître de ses cendres? Le doux fracas des vagues contre le rivage salua Amélie Dubois alors qu'elle déverrouillait la porte de sa petite herboristerie. L'herboristerie d'Amélie lisait l'enseigne peinte à la main qui oscillait sous la brise marine. À 28 ans, Amélie avait espéré trouver la paix dans cette paisible ville côtière d'Erquy, en Bretagne, loin du rythme effréné de Paris et des souvenirs d'une relation où elle avait tout donné sans rien recevoir en retour. « Bonjour, Madame Lefebvre », lança Amélie avec un sourire chaleureux, tandis qu'une femme âgée approchait de la boutique. « Votre baume contre l'arthrite est prêt. »« Et Dieu vous bénisse, ma petite », dit Madame Lefebvre, ses mains ridées serrant son sac. « Mes vieilles articulations ne passeraient pas l'hiver sans votre magie. » Amélie rit. Ce n'est pas de la magie, juste les dons de la nature mélangés à un peu d'amour. Une fois Madame Lefebvre partie, Amélie resta derrière le comptoir arrangeant distraitement des bocaux d'herbes séchées. 6 mois auparavant, elle était assise dans un bureau luxueux à Paris, créant des campagnes marketing pour des marques de luxe qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. 6 mois auparavant, elle croyait encore que Marc finirait par voir sa vraie valeur, qu'après 3 ans passés ensemble, il la ferait enfin passer en premier, juste une fois. Le souvenir de l'avoir trouvée avec sa collègue lui piquait encore, mais pas autant que ces mots. « Tu es juste, trop, Amélie. » Toujours à vouloir réparer tout le monde, toujours à donner, c'est épuisant. Elle secoua la tête, repoussant ses pensées. Cette vie était derrière elle. Cette boutique, ces remèdes guérisseurs, c'était son avenir. La clochette au-dessus de la porte tinta, et Amélie leva les yeux pour voir apparaître Béatrice Clément, l'historienne officieuse de la ville, et sa commère la plus enthousiaste. « Vous avez entendu ?» demanda Béatrice, sans même prendre la peine de la saluer. « Il y a du mouvement au manoir de Montaigne. Un camion de livraison a franchi ses grilles pour la première fois depuis des mois. » Amélie haussa un sourcil. « Le manoir de Montaigne? La grande maison sur la falaise? »« La même, oui, » acquiesça Béatrice avec enthousiasme. « Quelle tragédie ce qui est arrivé à cette famille. L'incendie a tout emporté, leur domaine estival, pauvre monsieur et madame de Montaigne. Il a laissé ce garçon marqué, au-dedans comme au-dehors. »« Quel garçon ?» demanda Amélie, son intérêt piqué malgré elle. « Dorian de Montaigne. C'était un si beau jeune homme, le fils d'or comme on l'appelait, destiné à reprendre l'entreprise familiale. Des hôtels et complexes hôteliers partout dans le monde. » Béatrice soupira dramatiquement. « Maintenant il se cache dans ce manoir en ruine. Certains disent qu'il est devenu fou de chagrin, d'autres qu'il ne supporte pas que quiconque voie ses cicatrices. » Amélie fronça les sourcils. « C'est terrible. Les brûlures sont douloureuses, physiquement et émotionnellement. Eh bien, personne ne sait vraiment. Personne ne l'a vu depuis qu'il s'est installé ici, après l'hôpital. Juste le personnel qui va et vient. Son frère lui rend visite parfois. Ce type de jeune cadre très soigné. Mais Dorian, autant dire qu'il est un fantôme. » Plus tard, cet après-midi-là, de sombres nuages s'amoncelèrent sur Erquy. Amélie prépara soigneusement une commande spéciale, un baume guérisseur pour Madame Duval, qui vivait près des falaises. Au moment où elle fermait la boutique à clé, de grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. « Parfait », marmonna-t-elle, serrant sa veste plus fort autour de ses épaules. Au moment où elle atteignit sa vieille Citroën bleue, la pluie tombait à seaux. Elle plaça délicatement le baume sur le siège passager et commença à rouler vers les falaises. Les essuie-glaces fonctionnaient frénétiquement, tandis qu'Amélie tentait de voir à travers la pluie. La route serpentait vers le haut, longeant la côte. D'un côté, l'Atlantique déchaîné s'agitait en contrebas. De l'autre, des arbres denses cédaient parfois la place à des aperçus de grandes demeures en retrait de la route. « Madame Duval a dit de tourner à droite à la Fourche », marmonna Amélie, essayant de distinguer les repères à travers le déluge. Elle tourna à droite à ce qu'elle pensait être la Fourche, mais après 5 minutes de conduite, la route se rétrécit et devint inconnue. De hauts portails en fer forgé se dressaient devant elle, partiellement obscurcis par des vignes envahissantes. Au-delà, Amélie pouvait distinguer la silhouette d'une immense maison perchée au bord de la falaise. « Ce n'est pas ça, » dit-elle, se garant pour vérifier son téléphone. « Pas de réseau. Super. » Elle devrait faire demi-tour, mais d'abord, elle devait savoir où elle se trouvait. Attrapant son parapluie, elle sortit sous la pluie. Le vent s'engouffra immédiatement sous le parapètre, le lui arrachant presque des mains. Alors qu'elle luttait pour le maîtriser, son pied glissa dans la boue, et elle tomba lourdement. « Aïe !» s'écria Amélie, atterrissant douloureusement sur le côté. Le parapluie roula, emporté par le vent.
Ça va ?» La voix grave et rocailleuse vint de quelque part près des grilles. Amélie plissa les yeux à travers la pluie. Une grande silhouette se tenait dans l'ombre, encapuchonnée et presque entièrement cachée. « Je vais bien !» cria-t-elle en retour, essayant de se lever mais grimaçant alors qu'une douleur la traversait à la cheville. La silhouette hésita, puis s'avança. Il gardait son visage détourné, la capuche de son sweatshirt sombre tirée bas, mais ses mains, grandes et fortes, se tendirent pour l'aider à se relever. « Merci », dit Amélie, acceptant son aide. Tandis qu'elle se remettait sur ses pieds, leurs regards se croisèrent brièvement. Dans ce moment fugace, Amélie vit tout, la douleur, la honte et une solitude si profonde qu'elle lui coupa le souffle. La moitié de son visage resta dans l'ombre, mais elle aperçut des cicatrices rouges et irritées s'étendant le long de son cou. Elle ne haleta pas, ne fixa pas. Elle se stabilisa simplement et dit « Je suis perdue. J'essayais d'atteindre la propriété des Duval. Vous n'êtes pas sur la bonne route, dit-il, sa voix rauque comme si elle était rarement utilisée. Il fallait prendre la deuxième fourche, pas la première. Merci, dit-elle simplement. Puis, avant de pouvoir y repenser, elle ajouta « Je fabrique quelque chose qui pourrait soulager la douleur, si vous voulez. » Il se raidit, son visage se détournant davantage. « Quelle douleur !»« Des brûlures, » dit-elle doucement. « J'ai un baume. Il n'effacera pas les cicatrices, mais il apaise les tiraillements, aide à la mobilité et à la douleur. » Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, « Vous savez qui je suis. Ce n'était pas une question. Je sais que vous m'avez aidé quand je suis tombée, » répondit Amélie. « Ça me suffit. » La pluie continuait de tomber autour d'eux. Il était trempé, mais ne semblait pas s'en soucier. « Je suis Amélie, » offrit-elle. « Je tiens l'herboristerie en ville. »« Dorian, » dit-il après une pause, confirmant ce qu'elle avait déjà deviné. Elle hocha la tête. « J'apporterai le baume demain. Je le laisserai près du portail, sans engagement. » Avant qu'il ne puisse refuser, elle boita jusqu'à sa voiture, sentant son regard sur elle tout le long du chemin. Le lendemain se leva clair et lumineux, comme si la tempête n'avait jamais eu lieu. La cheville d'Amélie était sensible, mais pas foulée. Alors qu'elle travaillait dans sa boutique, elle prépara une nouvelle fournée spéciale de baume, aloès, lavande, calendula et une touche de vitamine E, parfait pour les cicatrices de brûlure. Quand le calme de l'après-midi arriva, elle remonta vers les falaises, prenant cette fois le bon chemin pour livrer d'abord la commande de Madame Duval. Puis, sur le chemin du retour, elle s'arrêta au portail en fer forgé du manoir de Montaigne. Personne n'était en vue lorsqu'elle déposa le petit pot près du portail, accompagné d'une note manuscrite « Pour la douleur, sans obligation, Amélie ». 3 jours passèrent, sans nouvelles. Amélie tenta de ne pas penser à l'homme aux yeux hantés et au visage caché. Elle avait sa propre guérison à faire, sa propre vie à reconstruire. Le 4e jour, alors qu'elle s'apprêtait à fermer boutique, une élégante voiture noire s'arrêta devant. Un homme en costume impeccable en sortit, beau, soigné, avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Contrairement à Dorian, cet homme semblait vouloir être vu. « Je cherche Amélie Dubois », annonça-t-il en entrant. « C'est moi », répondit Amélie, instantanément méfiante. « Gaspard de Montaigne, dit-il, tendant une main manucurée. Je crois comprendre que vous avez laissé quelque chose pour mon frère. » C'était donc le frère de Dorian. La ressemblance était là, mais là où Dorian irradiait la douleur et l'isolement, Gaspard exsudait l'ambition et le calcul. « Oui », dit-elle simplement. Gaspard déposa une épaisse enveloppe sur le comptoir. « Il m'a demandé de vous remettre le paiement. » Amélie la repoussa. « C'était un cadeau, aucun paiement n'est nécessaire. » Le sourire de Gaspard n'atteignit pas ses yeux. « Mon frère n'est pas habitué à la charité, mademoiselle Dubois. »« Ce n'était pas de la charité, » répliqua Amélie fermement. « Juste de la gentillesse, il y a une différence. » Quelque chose vacilla dans l'expression de Gaspard, de l'agacement peut-être. Néanmoins, il insiste. Il repoussa l'enveloppe vers elle. « Alors dites-lui qu'il peut le donner au suivant. Aidez quelqu'un d'autre qui en a besoin. » Gaspard l'étudia un long moment, comme s'il essayait de comprendre ses intentions. « Vous êtes nouvelle en ville, n'est-ce pas? Laissez-moi vous donner un conseil amical. Mon frère accorde plus de valeur à son intimité qu'à toute autre chose. Il a déjà traversé suffisamment d'épreuves, sans avoir besoin de devenir un projet pour quelqu'un cherchant à soigner le milliardaire blessé. » Amélie sentit la chaleur monter à ses joues. « C'est ce que vous pensez que je fais, n'est-ce pas ?» rétorqua Gaspard en douceur. « Le milliardaire reclus et marqué fait un projet romantique plutôt intéressant. Votre frère m'a aidé quand je suis tombée, » dit Amélie d'une voix égale. « J'ai offert un baume pour les brûlures. C'est tout. S'il n'en veut pas, tant pis. Mais ne venez pas ici remettre en question mes intentions alors que vous ne savez rien de moi. » Gaspard sembla déconcerté par sa franchise. Il se reprit rapidement.
offrant un sourire étudié. « Pardonnez-moi, c'est juste que Dorian est vulnérable depuis l'accident. Je suis protecteur. » Amélie n'était pas convaincue, mais elle hocha la tête. « Je comprends. Dites-lui, s'il vous plaît, qu'il n'y a aucune obligation et aucune attente. » Après le départ de Gaspard, Amélie ferma à clé, troublée par la rencontre. Il y avait eu quelque chose de possessif dans la manière dont Gaspard parlait de son frère, comme si Dorian était un bien à gérer plutôt qu'une personne à aimer. Une semaine passa. Amélie se plongea dans son travail, créant de nouvelles formules et tissant des liens avec les habitants de la ville. Elle tenta de ne pas penser aux frères dans le manoir sur la falaise. Puis, un soir de pluie, alors qu'elle s'apprêtait à fermer, la clochette au-dessus de la porte tinta. Amélie leva les yeux et découvrit une grande silhouette dans un sweatshirt sombre, se tenant maladroitement dans l'embrasure de la porte. Nous sommes sur le point de... Les mots moururent dans sa gorge alors que l'homme tournait légèrement, révélant la moitié de son visage dans la lumière déclinante. « Dorian. »« Le baume, » dit-il doucement. « Il a aidé. » Amélie déglutit, essayant de ne pas fixer les cicatrices irritées qui couraient le long du côté gauche de son visage et disparaissaient sous son col. Elles étaient sévères, la peau tendue et décolorée, mais elle avait vu pire lors de son bénévolat à l'unité des Grands Brûlés à Paris. « J'en suis heureuse, dit-elle simplement. » Il semblait à court de mots, comme s'il n'avait rien prévu au-delà de cette déclaration initiale. Finalement, il ajouta « Mon frère m'a dit que vous aviez refusé le paiement. » « C'était un cadeau, confirma Amélie, sans engagement. Dorian se déplaça inconfortablement. « Je n'ai pas l'habitude de ça. Des cadeaux? Des gens qui ne veulent rien en retour. » La franchise brute de sa déclaration fit mal au cœur d'Amélie. Quel genre de vie avait-il mené, même avant l'incendie, qui le rendait si méfiant envers la simple gentillesse? « Eh bien, habituez-vous, » dit-elle légèrement. « C'est comme ça que nous faisons les choses ici à Erquy. » Un semblant de sourire effleura ses lèvres, du côté non cicatrisé. « Vraiment? Ou est-ce juste la manière d'Amélie Dubois de faire les choses? »« Vous vous êtes renseigné sur moi, » observa-t-elle. Il haussa une épaule. « Vous avez demandé après moi la première. »« Bonne remarque. » Amélie fit un geste vers le petit coin salon où les clients attendaient parfois. « Voulez-vous du thé? J'allais m'en préparer. » Dorian hésita, jetant un coup d'œil vers la porte comme s'il calculait sa voie de sortie. Finalement, il fit un signe de tête bref et se dirigea vers les chaises, ses mouvements raides et prudents. Pendant qu'Amélie préparait le thé, elle sentait ses yeux sur elle, vigilants et méfiants. Elle fit semblant de ne pas remarquer comment il se positionnait, de manière à ce que son côté cicatrisé soit loin d'elle. « Votre boutique sent bon, » commenta-t-il de manière inattendue. Amélie sourit. « Lavande, romarin et une touche d'agrumes aujourd'hui. Les senteurs changent selon ce que je prépare. C'est paisible ici. » Elle lui tendit une tasse fumante. « C'est l'idée. Un endroit pour guérir, à l'intérieur comme à l'extérieur. » Dorian prit la tasse avec précaution, s'assurant que leurs doigts ne se touchaient pas. « C'est pour ça que vous êtes venu à Erquy? Pour guérir ?» Amélie s'assit en face de lui, surprise par la question pertinente. « Oui, en fait, Paris était... J'avais besoin d'un nouveau départ. » « Loin de quoi ?» Elle songea à esquiver mais opta pour l'honnêteté. « Un travail qui me consumait, une relation où j'ai tout donné sans rien recevoir en retour. La pression constante d'être ce que tout le monde attendait de moi au lieu d'être moi-même. » Dorian hocha légèrement la tête, comme s'il comprenait que trop bien. « Et qui êtes-vous, Amélie Dubois ?» La question fut posée sans artifice ni flirt, une véritable interrogation de la part de quelqu'un qui semblait avoir lui-même oublié qui il était. « Je suis encore en train de le découvrir, » admit-elle. « Mais je sais que je suis quelqu'un qui croit en la guérison, pas seulement des corps, mais des esprits aussi. Je crois aux secondes chances et aux nouveaux départs. Je crois que parfois, les choses qui nous blessent le plus peuvent aussi nous libérer. » Elle marqua une pause soudainement gênée. « Pardon, ça sonne comme une carte de vœux. »« Non, » dit Dorian doucement, « ça sonne comme quelque chose venant de quelqu'un qui a connu la douleur, mais ne l'a pas laissé la rendre amère. » L'observation resta suspendue entre eux d'une intimité inattendue. Amélie changea de sujet. « Avez-vous besoin de plus de baume? Je peux en préparer une autre fournée. »« Oui, » dit-il, semblant soulagé par le passage à des sujets plus pratiques. « C'est la première chose qui m'est vraiment aidé avec les tiraillements. Je le ferai demain. Voudriez-vous venir le chercher ou... »« Je passerai, » dit-il, puis ajouta rapidement, « après la fermeture, si ça ne vous dérange pas. » Amélie comprit. Il n'était pas prêt à affronter les regards curieux des habitants de la ville. « Bien sûr, même heure demain ?» Dorian hocha la tête et se leva pour partir, ses mouvements moins raides qu'à son arrivée. Sur le pas de la porte, il s'arrêta. « Merci Amélie, pas seulement pour le baume. »« Pourquoi alors ?»
Ses yeux rencontrèrent les siens pleinement pour la première fois, de ne pas avoir détourné le regard. Après son départ, Amélie resta debout dans la boutique vide, son cœur battant un peu plus vite que la normale. Il y avait quelque chose chez Dorian de Montaigne, quelque chose au-delà de ses cicatrices et de son histoire tragique. Quelque chose qui appelait la partie d'elle-même qui avait toujours essayé de réparer les choses brisées. Mais c'était un terrain dangereux. Elle s'était perdue en essayant de guérir Marc, versant tout dans une relation qui l'avait laissée vide. Elle ne pouvait pas refaire la même erreur. Pourtant, en fermant et en rentrant chez elle, elle ne put nier l'attirance qu'elle ressentait envers le milliardaire cicatrisé, non pas parce qu'il avait besoin d'être réparé, mais parce que, sous ses blessures, elle sentait une âme sœur, quelqu'un d'autre cherchant un chemin après que tout ce qu'il avait connu eût été réduit en cendres. Le lendemain, alors que la pluie martelait de nouveau les vitres de sa boutique, Amélie prépara soigneusement une nouvelle fournée de baume guérisseur. Cette fois, elle ajouta un mélange spécial d'huiles essentielles, connues pour aider le tissu cicatriciel. Tandis qu'elle travaillait, elle se retrouva à s'interroger sur l'homme qui reviendrait bientôt pour le baume, se demandant quelle musique il aimait, ce qui le faisait rire, quel rêve il avait eu avant que le feu ne change tout. Et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Paris, Amélie sentit quelque chose de nouveau prendre racine en elle, pas seulement la guérison, mais l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, il y avait quelque chose qui l'attendait de l'autre côté de la douleur. Quelque chose que le feu n'avait pas consumé. Fidèle à sa parole, Dorian retourna à la boutique le soir suivant, juste au moment où Amélie basculait le panneau sur « Fermé ». Cette fois, il semblait marginalement plus à l'aise, bien qu'il gardât toujours sa capuche relevée et son côté cicatrisé orienté loin des fenêtres. « Je vous ai préparé quelque chose de plus fort », dit Amélie, lui tendant un pot plus grand. Celui-ci contient des huiles supplémentaires qui aident à la mobilité et au tissu cicatriciel. Dorian prit le pot, ses doigts frôlant les siens. Contrairement à la fois précédente, il ne tressaillit pas au contact. « Merci », dit-il doucement. Puis après une pause, « Voudriez-vous, je veux dire, avez-vous le temps pour un autre thé ?» Amélie sourit. « J'aimerais beaucoup. » Alors qu'ils étaient assis avec leur tasse fumante, Dorian semblait rassembler son courage. Finalement, il repoussa légèrement sa capuche. Pas complètement, mais suffisamment pour qu'elle puisse voir davantage son visage. Les cicatrices s'étendaient de sa tempe gauche, le long de sa joue et de son cou, disparaissant sous le col de sa chemise. La peau était rouge et tendue, avec des zones de rétraction qui suggéraient de multiples opérations. « C'est pire sur mon épaule et ma poitrine », dit-il d'un ton neutre, observant son visage pour une réaction. « Les médecins ont dit que j'avais eu de la chance. Si j'étais resté dans la pièce une minute de plus, je n'en serais pas sorti du tout. » « Vos parents ?» demanda Amélie doucement. La douleur passa dans ses yeux. Ils étaient dans la partie centrale de la maison quand l'incendie s'est déclaré. J'étais dans mon ancienne chambre, en train d'emballer quelques affaires d'enfance que ma mère voulait garder. Sa voix devint lointaine. J'ai entendu l'explosion. Quelque chose dans la cuisine, ont-ils dit plus tard. Au moment où j'ai atteint le couloir, les flammes étaient au partout. J'ai essayé de les atteindre, mais il déglutit difficilement. Une poutre est tombée. C'est comme ça que j'ai eu ça. Il désigna ses cicatrices. La sécurité m'a sorti, mais c'était trop tard pour mes parents. Je suis tellement désolé, Dorian, dit Amélie doucement. Il détourna le regard. Le pire, c'est que j'étais censé être en bas avec eux. Si j'y avais été, peut-être que j'aurais pu les aider à sortir, ou peut-être que nous serions tous morts ensemble. N'importe quelle option aurait été préférable à... Sa voix se brisa. Qu'être celui qui reste, compléta Amélie pour lui. Avec toute la culpabilité et les si... Les yeux de Dorian rencontrèrent les siens, surpris par sa compréhension. Oui, exactement. Ils restèrent un instant en silence, le poids de sa confession planant entre eux. « C'est pour ça que vous vous cachez ?» demanda enfin Amélie. « À cause de la culpabilité ?» Dorian laissa échapper un rire amer. « En partie, mais aussi à cause de ça. » Il désigna son visage cicatrisé. « Vous auriez dû voir les regards que je recevais après l'accident. La pitié, la répulsion. Même ma propre famille ne supportait pas de me regarder. Mon frère, Gaspard, m'a suggéré de prendre le temps de guérir avant de retourner à l'entreprise. C'était il y a 3 ans. Et vous n'y êtes jamais retourné depuis ?» Dorian secoua la tête. « À quoi bon? L'empire de Montaigne a été bâti sur l'image. Hôtel parfait, service parfait, visage parfait dans les publicités. J'étais l'enfant de l'affiche, le bel héritier désigné. » Son ton était amer. « Maintenant, je suis un fardeau. Mauvais pour la marque. »« C'est ridicule, » dit Amélie fermement. « Les cicatrices ne définissent pas qui vous êtes. »« Non » lança Dorian. « Dans mon monde, les apparences sont tout.
La première chose que les gens voient quand ils me regardent maintenant, c'est de la marchandise abîmée. Alors ils ne regardent pas assez attentivement, répliqua Amélie. Quand je vous regarde, je vois quelqu'un qui a survécu. Quelqu'un qui porte beaucoup de douleur, oui, mais qui est toujours là, toujours en train de se battre. Dorian la regarda longuement, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? La question resta suspendue dans l'air, chargée d'une intimité inattendue. Je vois quelqu'un qui a aidé une étrangère sous la pluie, dit Amélie doucement. Quelqu'un qui aurait pu rester caché mais a choisi de revenir. Quelqu'un qui est peut-être prêt à arrêter de se cacher. Leurs regards se tinrent, et quelque chose changea entre eux. Une reconnaissance peut-être d'âmes sœurs blessées de différentes manières, mais cherchant toujours la guérison. Le moment fut rompu par la sonnerie du téléphone d'Amélie. Elle y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « Tout va bien ?» demanda Dorian. « Ce n'est rien, dit-elle, rangeant le téléphone. Juste quelqu'un dont je préfère ne pas avoir de nouvelles. » Dorian hocha la tête, sans insister. Il se leva pour partir, relevant sa capuche. « Merci pour le baume. Et la conversation. Quand vous voulez, » dit Amélie sincèrement. Sur le pas de la porte, il s'arrêta. « Amélie, est-ce que ça vous dérangerait si je commandais d'autres choses de votre boutique? J'ai du mal à dormir, et j'ai remarqué que vous aviez des remèdes naturels pour ça. »« Bien sûr, » dit-elle, ravie. « Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. » Il hocha la tête et s'éclipsa dans la nuit, mais pas avant qu'elle n'aperçoive un semblant de sourire sur ses lèvres. Le lendemain matin, un coursier livra une enveloppe à la boutique d'Amélie. À l'intérieur se trouvait une note d'une écriture masculine. « Pourriez-vous me recommander quelque chose pour l'insomnie? Et peut-être quelque chose pour les maux de tête? Je trouve que les médicaments prescrits par les médecins me brouillent l'esprit. DM. » Amélie sourit et répondit sur le papier à en-tête de sa boutique. « Pour le sommeil, thé à la lavande et à la camomille, 2 gouttes de teinture de valériane. Pour les maux de tête, huile essentielle de menthe poivrée sur les tempes, capsule de grande camomille au besoin. Les 2 sont inclus. Pas de brouillard, je vous promets. » Amélie. Elle emballa soigneusement les articles, avec sa note, et les donna au coursier qui revint cet après-midi-là. 2 jours plus tard, une autre note arriva. « Le thé pour le sommeil a fait des merveilles. Le premier repos décent depuis des mois. L'huile essentielle de menthe poivrée a un parfum qui me rappelle les étés à la plage avant tout. Merci pour ce cadeau inattendu. D. » Émilie se retrouva à sourire en rédigeant sa réponse. « Le sommeil est guérisseur. Les bons souvenirs aussi. Accrochez-vous à ces journées passées sur la côte. Elles font toujours partie de vous, comme tout le reste. Émilie. » Elle ajouta une petite fiole d'huile d'agrumes à son colis. « Pour éclaircir les jours sombres », écrivit-elle sur l'étiquette. Leurs échanges de notes continuèrent au fil des semaines suivantes. Chaque fois que Dorian commandait quelque chose de nouveau, il incluait un message personnel et Émilie y répondait toujours par le sien. Peu à peu, leurs notes devinrent plus longues, plus personnelles. Il lui parlait des livres qu'il lisait. Elle partageait des histoires sur ses clients et sa vie avant Saint-Malo. Un soir, alors qu'Émilie fermait sa boutique, Grégoire de Beaumont apparut de nouveau, son costume onéreux aussi impeccable qu'auparavant. « Mademoiselle Mercier, » dit-il avec un sourire exercé, « je vois que vous avez été occupée à remplir les commandes de mon frère. » Émilie garda une expression agréable. « Dorian semble trouver mes produits utiles. » Oui, il l'a mentionné. Le ton de Grégoire était léger, mais ses yeux étaient calculateurs. Il a également mentionné vos conversations. Y a-t-il quelque chose qui cloche à cela? Grégoire s'approcha, baissant la voix. « Écoutez, j'apprécie ce que vous essayez de faire, vraiment. C'est bien de voir Dorian montrer de l'intérêt pour quelque chose à nouveau. Mais je dois être clair, mon frère est dans un état vulnérable. Il a été isolé pendant longtemps. Il serait facile pour quelqu'un d'en profiter. » Émilie sentit sa colère monter. En profiter? En étant amicale? En le traitant comme un être humain au lieu d'une chose abîmée à cacher? Vous ne comprenez pas la pression qu'il subit, rétorqua Grégoire avec douceur. La presse a été implacable depuis l'accident. Les actionnaires de l'entreprise sont anxieux. En ce moment, Dorian a besoin de stabilité et d'intimité, pas de complications. Et je suis une complication. Émilie croisa les bras. Tout attachement émotionnel le serait, oui. Le sourire de Grégoire n'atteignit pas ses yeux. Dorian n'est pas prêt pour ce genre d'implication. Vous le voyez bien, non? Je pense que Dorian peut en décider par lui-même, répliqua Émilie fermement. L'expression de Grégoire se durcit légèrement. Vous a-t-il parlé de sa fiancée? Émilie se sentit comme giflée. Fiancée? Sophie Fournier. Ils étaient fiancés avant l'accident. Elle attend patiemment qu'il se rétablisse. Grégoire observa attentivement son visage. Il ne l'a pas mentionné? Non, parvint à dire Émilie, la poitrine serrée. Il ne l'a pas fait. Je ne suis pas surpris.
C'est un sujet douloureux pour lui. Elle a été incroyablement compréhensive quant à son état, quant à son besoin d'espace. Mais ils ont une histoire, des projets. Émilie se força à rester composée. Je ne suis que son herboriste, monsieur de Beaumont, rien de plus. Le sourire de Grégoire revint, victorieux. Je suis content que nous nous comprenions. Dorian a déjà suffisamment de choses à gérer sans les signaux contradictoires d'une amie. Après son départ, Émilie s'assit lourdement dans le fauteuil où elle et Dorian avaient partagé le thé. Une fiancée. Bien sûr qu'un homme comme Dorian aurait quelqu'un de son monde, quelqu'un de beau et de patient, quelqu'un qui l'attendrait sortir de son isolement. Elle se sentait sotte pour la façon dont son cœur s'était mis à battre plus vite chaque fois que ses notes arrivaient, pour le soin supplémentaire qu'elle apportait à chaque colis qu'elle préparait pour lui, pour l'espoir qui avait commencé à éclore en elle. Juste des affaires, se rappela-t-elle fermement, c'est tout ce que c'est. Mais cette nuit-là, allongée éveillée dans son petit appartement au-dessus de la boutique, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser à Dorian, à la douleur dans ses yeux quand il parlait de l'incendie, au petit sourire qui traversait parfois ses lèvres quand il baissait sa garde. Fiancée ou non, elle ne pouvait nier la connexion qu'elle ressentait avec lui. Son téléphone vibra, et elle le saisit, espérant à moitié que ce soit Dorian. Au lieu de cela, elle vit un nom familier qui lui noua l'estomac. « Papa ». Le message disait « Émilie, je sais que ça fait longtemps. J'ai essayé de te joindre. S'il te plaît, appelle. J'ai changé. Je veux réparer les choses. » Émilie éteignit le téléphone sans répondre. Michel Dubois l'avait abandonnée, elle et sa mère, quand Émilie avait 8 ans. Pendant des années, il avait fait des promesses de visite, d'envoi d'argent, d'être un père, des promesses qu'il avait chaque fois rompues. La dernière fois qu'elle avait eu de ses nouvelles, il était sur la Côte d'Azur avec sa nouvelle famille, ayant apparemment oublié qu'il avait une fille. « Pas ce soir », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je ne peux pas m'occuper de toi ce soir. » Le lendemain matin, un coursier arriva avec l'enveloppe désormais familière. Émilie l'ouvrit avec moins d'enthousiasme que d'habitude, les révélations de Grégoire encore fraîches dans son esprit. La note disait « Émilie, j'ai pensé à nos conversations, à ce que vous avez dit concernant le fait de ne pas détourner le regard. J'ai été cachée si longtemps que j'ai oublié ce que ça fait d'être vue. Envisageriez-vous de me rendre visite à la maison? Je comprendrais si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, mais je me retrouve à vouloir vous parler en personne, pas seulement à travers ces notes. Dorian. » Émilie lut la note 3 fois, ses émotions en plein tumulte. Elle voulait le voir, le voulait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mais les mots de Grégoire résonnaient dans son esprit. Fiancée, projet, vulnérable. Se préparait-elle à davantage de chagrin? Lisait-elle trop dans l'invitation de Dorian? Après avoir lutté avec ses pensées toute la journée, Émilie finit par répondre « J'aimerais bien. » Quand? La réponse arriva rapidement. « Demain soir, 19 h, les grilles seront ouvertes. D. » Alors qu'Émilie fermait sa boutique le lendemain, ses nerfs étaient à vif. Elle avait changé de tenue 3 fois, avant de se décider pour une simple robe bleue qui faisait ressortir la chaleur de sa peau mate. Elle se dit que peu importait ce qu'elle portait, ce n'était pas un rendez-vous, juste une conversation entre amis, clients et herboristes. Elle n'était plus sûre. Le trajet jusqu'au manoir de Beaumont fut différent cette fois. Les grilles en fer forgé étaient ouvertes comme promis, et la longue allée sinueuse la mena à travers des jardins manucurés qui montraient des signes d'attention récente. Le manoir lui-même était une vaste structure de pierre et de verre, perchée au bord de la falaise avec l'Atlantique qui s'étendait à perte de vue. Émilie gara sa voiture et s'approcha de l'énorme porte d'entrée, le cœur battant la chamade. Avant qu'elle ne puisse frapper, la porte s'ouvrit. Dorian se tenait là, son visage cicatrisé entièrement visible dans la lumière chaude de l'intérieur. Il portait un simple pull noir et un jean, ses cheveux sombres soigneusement peignés. Sans sa capuche, elle pouvait mieux le voir, la ligne forte de sa mâchoire du côté non cicatrisé, l'intensité de ses yeux, la manière fière dont il se tenait malgré son évident inconfort d'être si exposé. « Vous êtes venu, » dit-il, sa voix trahissant surprise et soulagement. « J'ai dit que je le ferais, » répliqua Émilie simplement. Il recula pour la laisser entrer. « Je n'étais pas sûr, après votre conversation avec Grégoire. » Émilie se figea. « Vous êtes au courant. » L'expression de Dorian était illisible. Il a mentionné qu'il vous avait parlé. Il n'a pas donné de détails, mais je pouvais deviner. Mon frère pense qu'il me protège. « Est-ce le cas ?» demanda Émilie prudemment. « De quoi? De quelqu'un qui me regarde réellement au lieu de me traverser du regard? De quelqu'un qui me traite comme une personne au lieu d'un problème à gérer ?» Dorian secoua la tête. « Non, il ne me protège pas. Il protège l'entreprise, l'image de Beaumont.
Il la conduisit à travers un grand hall d'entrée jusqu'à un salon spacieux, avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur l'océan. La pièce était décorée avec goût mais semblait habitée, avec des livres empilés sur les tables d'appoint et une couverture jetée sur l'un des canapés. « Voudriez-vous quelque chose à boire ?» proposa Dorian. « Du vin ? Ou j'ai cette tisane de camomille que vous avez recommandée. »« Une tisane serait agréable, » dit Émilie, observant toujours les lieux. Pendant que Dorian allait préparer le thé, Émilie se dirigea vers les fenêtres. La vue était à couper le souffle, les vagues s'écrasant contre les rochers en contrebas, les derniers rayons du soleil couchant peignant l'eau de nuances d'or et de carmin. « C'est magnifique, » dit-elle lorsque Dorian revint avec 2 tasses fumantes. « C'est pourquoi j'ai choisi cet endroit, » admit-il en lui tendant une tasse. « Après l'incendie, après toutes les opérations et la rééducation, je ne pouvais pas retourner à Lyon. Trop de souvenirs, trop de gens qui connaissaient l'ancien Dorian. J'avais besoin d'un endroit calme, quelque part où je pourrais, je ne sais pas, me retrouver, je suppose. Et l'avez-vous fait? Retrouver? » Dorian considéra la question. « Des parties de moi. Mais je cherche encore le reste. » Il lui fit signe de s'asseoir, prenant une chaise en face d'elle. « Et vous? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez à Saint-Malo? »« J'ai trouvé la paix, » dit Émilie pensivement. « Un but. La boutique me l'apporte. Mais, elle sourit ironiquement. Mais la paix n'est pas la même chose que le bonheur, n'est-ce pas? Ce n'est que l'absence de chaos. » Dorian hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. « C'est exactement ça. J'ai trouvé le calme ici, mais pas la joie. Pas avant. » Il s'interrompit, l'air presque embarrassé. « Pas avant quoi ?» l'incita Émilie doucement. « Pas avant que vos notes ne commencent à arriver, » admit-il, son regard direct malgré la rougeur qui montait à son cou. « Elles m'ont donné quelque chose à attendre, quelque chose à penser à part mes cicatrices et mes pertes. » Émilie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, mais les mots de Grégoire résonnaient toujours dans son esprit. « Dorian, votre frère a mentionné quelque chose dont je pense que nous devrions parler. » Son expression se fit prudente. « Qu'a-t-il dit ?»« Il m'a parlé de votre fiancée, Sophie. » Dorian la fixa un instant, puis laissa échapper un rire court et amer. « Bien sûr qu'il l'a fait. Mon frère toujours a manipulé la situation. »« Alors ce n'est pas vrai ?» demanda Émilie, l'espoir montant en elle malgré elle. « Sophie et moi étions fiancés avant l'accident. »« Oui, » confirma Dorian, faisant s'effondrer le cœur d'Émilie. « Mais après, quand j'étais encore à l'hôpital, elle a clairement fait savoir qu'elle ne s'engageait pas dans une vie avec... » Il désigna ses cicatrices. « Ça. Elle vous a quitté à cause de vos cicatrices ?» Émilie était horrifiée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le supporter. Les problèmes médicaux, l'attention du public, les changements dans nos projets d'avenir. Elle a rendu la bague avec une note disant qu'elle avait besoin d'espace. La douleur dans sa voix était à vif. « Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Je suis tellement désolée, » dit Émilie doucement. Les yeux de Dorian étaient lointains. « Le plus drôle, c'est que je ne lui en veux pas. Pas vraiment. Elle est tombée amoureuse du fils prodige, l'héritier charmant et sans tache de la fortune de Beaumont. Cet homme est mort dans l'incendie avec mes parents. »« Non, » dit Émilie fermement. « Cet homme est toujours là. Changé, oui. Cicatrisé, oui. Mais toujours Dorian, toujours digne d'amour. » Il la regarda alors, la regarda vraiment, avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Croyez-vous vraiment cela ?»« Oui, » dit-elle sans hésitation. Dorian posa sa tasse et se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Son profil était fort contre le ciel assombrissant. « Grégoire ne veut pas que je revienne sous les feux des projecteurs. Il dit que c'est pour me protéger, mais je sais mieux. Le cours de l'entreprise a chuté après l'accident. Les gens veulent savoir ce qui est arrivé à l'héritier présomptif. Si je revenais comme ça... » Il toucha sa joue cicatrisée. « Cela soulèverait des questions, rappellerait aux gens la tragédie. Mauvais pour les affaires. »« Alors il vous garde caché, » dit Émilie, la colère montant en elle, pendant qu'il gère les choses à sa manière. Dorian se tourna pour lui faire face. « Il me pousse à céder mes parts. Il dit que ce serait moins stressant pour moi si je n'avais pas à me soucier des affaires. »« Mais que voulez-vous » La question sembla le surprendre, comme si personne ne lui avait posé cela depuis très longtemps. « Je veux... » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je veux compter à nouveau. Je veux un but. Je veux arrêter de me cacher et commencer à vivre. » Émilie se leva et se dirigea vers lui, s'arrêtant juste avant de le toucher. « Alors faites-le. Commencez par de petits pas. Vous avez déjà fait le premier en m'invitant ici. »« Quelle serait la prochaine étape ?» demanda-t-il, sa voix basse. « Cela dépend de ce que vous voulez, » dit Émilie doucement. Les yeux de Dorian tombèrent sur ses lèvres, puis revinrent à ses yeux. L'air entre eux semblait crépiter d'une possibilité inexprimée. « En ce moment, murmura-t-il, je veux...
Le moment fut brisé par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrit et se referma avec fracas. « Dorian !» appela la voix de Grégoire depuis le hall. « Nous devons parler des rapports trimestriels. Le conseil d'administration pose des questions à nouveau. » Dorian recula d'Émilie, son expression se refermant. « C'est ici », rappela-t-il, la voix tendue. Grégoire entra dans la pièce, s'arrêtant net en voyant Émilie. Sa surprise se transforma rapidement en un sourire froid. « Mademoiselle Mercier, quel plaisir inattendu !»« Je l'ai invitée, » dit Dorian fermement. « Je vois. » Les yeux de Grégoire se plissèrent légèrement. « Eh bien, je ne veux pas interrompre. Mais quand vous aurez terminé, Dorian, nous devons vraiment discuter de ces rapports. Le conseil s'agite. »« Je devrais y aller de toute façon, » dit Émilie, ne voulant pas créer plus de tension. « Merci pour le thé, Dorian. » Et la vue. Dorian eut l'air de vouloir lui demander de rester, mais hocha la tête à la place. « Je vous raccompagne. » À la porte d'entrée, loin des yeux vigilants de Grégoire, Dorian lui prit la main. « Je suis désolé pour l'interruption. Grégoire a toujours eu un timing épouvantable. »« Ce n'est rien, » l'assura Émilie. « Une autre fois. »« Demain ?» demanda Dorian rapidement. « Revenez demain. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » L'espoir dans ses yeux était impossible à ignorer. « Demain !» accepta-t-elle. Alors qu'elle redescendait la route sinueuse, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer si Grégoire ne les avait pas interrompus. La façon dont Dorian l'avait regardée, la connexion qu'elle ressentait avec lui, c'était plus que de l'amitié, plus que le lien entre guérisseur et patient. Et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Lyon, Émilie s'autorisa à imaginer des possibilités au-delà de sa petite boutique et de sa vie tranquille. Des possibilités qui incluaient un milliardaire cicatrisé aux yeux hantés et un cœur qui peut-être, juste peut-être, commençait à guérir. Ce qu'elle ne vit pas en s'éloignant, c'était Grégoire la regardant depuis une fenêtre à l'étage, son expression froide alors qu'il passait un coup de téléphone. « Elle devient un problème », dit-il au téléphone. « Nous devons gérer ça, maintenant. » Le lendemain soir, Émilie se retrouva de nouveau en chemin vers le manoir de Beaumont, l'estomac qui papillonnait d'anticipation. Elle avait pris plus de temps pour son apparence, choisissant une robe verte fluide qui la faisait se sentir confiante. Cette fois, Dorian l'attendait dehors, se tenant droit malgré son évident inconfort d'être si exposé. Le soleil du soir projetait une lumière dorée sur ses traits, adoucissant le rouge vif de ses cicatrices. « Vous êtes revenu, » dit-il, le soulagement évident dans sa voix. Émilie sourit en sortant de sa voiture. « J'ai dit que je le ferais. Après l'interruption de Grégoire hier, je n'étais pas sûr. » Il lui offrit son bras, un geste étonnamment d'un autre temps qui lui réchauffa le cœur. « Je veux vous montrer quelque chose. » Au lieu de la conduire à l'intérieur de la maison, Dorian la guida sur le côté du manoir vers le bord de la falaise. Un sentier de pierre sinueux menait à une crique abritée où une petite serre scintillait dans la lumière déclinante. « Ma mère adorait le jardinage », expliqua Dorian alors qu'il marchait. « C'était son endroit spécial. Après l'incendie, je ne pouvais pas supporter de venir ici. Elle est restée vide pendant des années, mais dernièrement, » il regarda Émilie. « Dernièrement, j'ai pensé à cultiver des choses à nouveau. » La serre était magnifique. Des murs de verre avec des détails en fer forgé, entourés de jardinières en pierre. À l'intérieur, Émilie fut surprise de trouver de la terre fraîchement retournée dans les plates-bandes et de petites pousses vertes émergeant. « Vous avez planté, » observa-t-elle, touchant doucement une minuscule pousse. « Des herbes, surtout, » admit Dorian, l'air presque timide. « Après avoir lu ce que vous utilisez dans vos remèdes, j'ai pensé que je pourrais essayer d'en cultiver. Lavande, camomille, menthe. » Émilie se sentit profondément touchée. « C'est merveilleux, Dorian. » Il haussa les épaules, mais elle pouvait voir qu'il était satisfait de sa réaction. « Ça me donne quelque chose à chérir, quelque chose qui ne se soucie pas de mes cicatrices ou de mon passé. Les plantes sont honnêtes de cette façon, » acquiesça Émilie. Elle ne se soucie que du soleil, de l'eau et d'un peu d'amour. Les yeux de Dorian s'attardèrent sur son visage. J'ai découvert que c'était aussi vrai pour les meilleures personnes. Le moment s'étira entre eux, rempli de sentiments inexprimés. Puis Dorian éclaircit sa gorge et se dirigea vers un établi de jardinage où un panier était couvert d'un tissu. « J'ai pensé que nous pourrions dîner ici, » dit-il, enlevant le tissu pour révéler du vin, du pain, du fromage et des fruits. « Si ça vous convient, c'est parfait, » dit Émilie doucement. Ils s'assirent ensemble sur un banc de pierre, parlant pendant que le soleil se couchait et que les étoiles apparaissaient à travers le plafond de verre. Dorian semblait plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu, riant de ses histoires de clients exigeants et partageant des souvenirs d'enfance d'été passés à la mer. Avant l'accident, je n'appréciais jamais les moments simples comme celui-ci.
confessa-t-il, lui servant à nouveau du vin. J'étais toujours concentré sur la prochaine affaire, la prochaine acquisition, à prouver que j'étais digne du nom de Beaumont. Et maintenant? Demanda Émilie. Maintenant, j'apprends que la valeur n'est pas quelque chose que l'on gagne par des réalisations, c'est quelque chose que l'on a déjà. Il la regarda intensément. Vous m'avez aidé à voir cela, Émilie. Elle sentit une rougeur lui chauffer les joues. Je vous ai juste rappelé ce que vous saviez déjà. Dorian secoua la tête. Ah, vous m'avez vu, vraiment vu, quand tout le monde détournait le regard. Savez-vous à quel point c'est rare? Avant qu'Émilie ne puisse répondre, son téléphone vibra. Elle y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Tout va bien? Demanda Dorian. Émilie soupira. C'est mon père. Il m'envoie des messages depuis des jours. Vous ne voulez pas lui parler? Il est parti quand j'avais 8 ans, expliqua Émilie, rangeant son téléphone. Il a abandonné ma mère et moi sans un regard en arrière. Pendant des années, il faisait des promesses de visite, d'envoi d'argent. Des promesses qu'il n'a jamais tenues. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis plus d'une décennie. Et soudain, il veut réparer les choses. Les gens peuvent changer, dit Dorian prudemment. Certaines personnes, acquiesça Émilie. Mais mon père a un schéma. Il apparaît quand les choses vont bien pour moi, quand j'ai quelque chose dont il peut se servir. À l'université, il est apparu juste à temps pour demander de l'argent pour sa nouvelle entreprise. Quand j'ai eu mon poste de marketing à Lyon, il a soudainement voulu reconnecter et m'a ensuite demandé de convaincre mon entreprise d'embaucher son ami. L'expression de Dorian se durcit. « Je suis désolé, vous méritez mieux. » « J'ai fait la paix avec ça, » dit Émilie, bien que son sourire forcé suggéra le contraire. « Ma mère m'a appris qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer de la façon dont vous avez besoin d'être aimé. On ne peut que choisir de consacrer son énergie aux personnes qui donnent autant qu'elles prennent. Votre mère semble sage. Elle l'était. » Les yeux d'Émilie devinrent tristes. « Elle est décédée il y a 2 ans. Cancer. » Dorian lui prit la main, la serrant doucement. « Je suis désolé, Émilie. » Elle lui rendit la pression, reconnaissante de sa compréhension. « Assez parlé de mon drame familial. Dites-moi plus sur vos projets pour cette serre. » Ils parlèrent tard dans la nuit, faisant des projets pour le jardin, discutant des herbes qui pourraient prospérer dans le climat côtier. Cela semblait naturel, confortable, comme s'ils se connaissaient depuis des années au lieu de quelques semaines. Quand il fut enfin temps pour Émilie de partir, Dorian la raccompagna à sa voiture. À la porte, il hésita, puis se pencha et posa un doux baiser sur sa joue. « Merci d'être venu ce soir, dit-il doucement. Pour tout. » Le cœur d'Émilie s'emballa au bref contact. « Je reviendrai demain, vous aider à planter. » Son sourire valait chaque moment d'incertitude qu'elle avait ressenti. « J'aimerais ça. » En rentrant chez elle, Émilie ne pouvait s'arrêter de sourire. Quoi qu'il se passât entre elle et Dorian, cela semblait réel et honnête. Rien à voir avec la relation à sens unique qu'elle avait eue avec Marc, où elle avait tout donné et reçu peu en retour. Sa bonne humeur dura jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant sa boutique et aperçoive une silhouette qui l'attendait sur les marches. En s'approchant, son estomac se serra. Même après toutes ces années, elle reconnaîtrait cette silhouette n'importe où. « Papa » appela-t-elle, la voix méfiante. Michel Dubois se leva, offrant un sourire hésitant. À 56 ans, il paraissait plus vieux qu'elle ne l'avait en mémoire, ses cheveux grisonnants aux tempes, des rides gravées autour de ses yeux. Mais le sourire charmant était le même que celui qu'il avait utilisé pour faire des promesses qu'il n'avait jamais tenues. « Émilie, » dit-il, sa voix se brisant légèrement, « regarde-toi, tu as bien grandi et tu as réussi. »« Ça, qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, sans faire le moindre geste pour l'embrasser. « Je t'ai dit que je voulais parler. » Il désigna la boutique. « Tu as bien réussi. Ta mère serait fière. » La mention de sa mère la piqua. « Non, vous n'avez pas le droit de parler d'elle. » Le sourire de Michel vacilla. « Je sais que j'ai fait des erreurs, Émilie, des terribles, mais j'essaie de me racheter. Je suis sobre maintenant. 2 ans. Une partie de ma guérison est de réparer les choses avec les personnes que j'ai blessées. » Émilie croisa les bras. « Et si je ne suis pas prête à vous aider avec votre guérison? Et si je ne veux pas faire partie de votre histoire de rédemption ?» La douleur passa sur son visage. « Je le mérite, c'est vrai, mais je ne te demande pas pardon, Solène. Juste une chance de te montrer que j'ai changé, d'être à nouveau dans ta vie, à tes conditions. » Quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue, fit hésiter Solène. « J'ai besoin d'y réfléchir. »« C'est juste, » dit-il en lui tendant une carte de visite. « Je séjourne à l'auberge du Goéland, chambre 12. Je serai là pour 1 semaine. » Il marqua une pause. « J'ai vraiment changé, Solène. J'espère que tu me donneras la chance de le prouver. » Après son départ, Solène resta longtemps assise dans sa voiture, des émotions contradictoires la tiraillant.
La petite fille, qui avait attendu son père à la fenêtre pour les anniversaires et les fêtes, voulait le croire. La femme adulte qui avait appris à vivre sans lui n'était pas sûre de pouvoir risquer la douleur à nouveau. Le lendemain matin, Solène était en train d'arranger un nouvel étalage de sel de bain lorsque la clochette au-dessus de la porte tinta. À sa surprise, Adrien entra, sans sa capuche, en plein jour. « Adrien !» s'exclama-t-elle, se déplaçant rapidement à ses côtés. « Tu es dehors, en ville ?» Il avait l'air nerveux mais déterminé. « Petit pas, tu te souviens ? Je me suis dit que ta boutique était un endroit sûr pour commencer. » La fierté gonfla la poitrine de Solène. « Je suis si contente que tu sois là. »« J'ai apporté du café, » dit-il, brandissant 2 tasses. « Et je me suis dit que tu pourrais peut-être me faire visiter la ville après, si tu n'es pas trop occupé. » L'idée de se promener dans Saint-Malo avec Adrien, de l'aider à affronter les regards et les murmures, lui serra le cœur de tendresse. « J'adorerais. Laisse-moi juste mettre le panneau de retour dans 30 minutes. » Alors qu'il flânait dans la petite ville côtière, Solène remarqua les regards curieux qu'on leur lançait. Certaines personnes fixaient ouvertement les cicatrices d'Adrien, tandis que d'autres détournaient rapidement le regard. Mais Adrien gardait la tête haute, sa main tenant fermement la sienne. Ils s'arrêtèrent à la librairie locale, où la propriétaire âgée, Madame Dubois, traita Adrien avec la même gentillesse bourrue qu'elle montrait à tout le monde. À la boulangerie, M. Dupont ne sourcilla pas devant l'apparence d'Adrien, se contentant de recommander ses célèbres pains au raisin avec le même enthousiasme que d'habitude. « Tu vois ?» dit Solène alors qu'ils étaient assis sur un banc surplombant le port, partageant un sac en papier de pâtisserie chaude. « Pas si terrible. C'est plus facile avec toi, » admit Adrien. « Mais tu as raison. La plupart des gens sont juste curieux, pas cruels. Le monde n'est pas aussi effrayant que nous l'imaginons parfois, » dit Solène doucement. « Et tu es plus courageux que tu ne le crois. » Les yeux d'Adrien rencontrèrent les siens. « Tu me rends courageux, Solène. » Le moment fut interrompu par une voix familière. « Tiens, tiens, le fils prodigue refait surface. » Grégoire de Montaigne se tenait devant eux, impeccable dans un costume sur mesure qui semblait déplacé dans cette ville balnéaire décontractée. Son sourire était pincé alors qu'il regardait tour à tour Adrien et Solène. « Grégoire, » dit Adrien, sa posture se raidissant, « que fais-tu ici ? Je te cherchais, en fait. Tu ne répondais pas à ton téléphone. » Le regard de Grégoire s'attarda sur leurs mains jointes. « Le conseil d'administration se réunit demain. Ils veulent discuter de l'avenir de la société et de ton rôle. Je serai là, » dit Adrien fermement. La surprise traversa le visage de Grégoire. « Vraiment ? Oui. Il est temps que j'arrête de me cacher. Il est temps que je reprenne ma place dans l'entreprise. » Le sourire de Grégoire n'atteignit pas ses yeux. « C'est une excellente nouvelle, mon frère. Mais es-tu sûr d'être prêt ? Après tout ce temps loin, le monde des affaires a changé. L'attention médiatique sera intense. »« Je peux gérer, » dit Adrien, serrant la main de Solène. Le regard de Grégoire se durcit. « Je vois. Eh bien, j'ai hâte de te revoir. » Il se tourna vers Solène. « Mademoiselle Leroy, pourrais-je vous parler un instant, en privé ?» Solène jeta un coup d'œil à Adrien, qui hocha la tête. « Je t'attends ici, » dit-il. Grégoire entraîna Solène à courte distance, son expression avenante disparaissant dès qu'ils furent hors de portée d'Adrien. « Qu'est-ce que tu manigances exactement ?» demanda-t-il, sa voix froide. « Pardon ?» s'offusqua Solène. « Mon frère était satisfait de sa solitude jusqu'à ce que tu arrives. Maintenant, soudain, il veut réintégrer l'entreprise. Apparaître en public, as-tu la moindre idée de ce que ça pourrait lui faire, à nous, à lui ou à ton contrôle de l'entreprise ?» rétorqua Solène. Les yeux de Grégoire se plissèrent. « Tu ne sais rien de nos affaires ni de ce qui est le mieux pour Adrien. Il n'est pas prêt pour l'examen minutieux, la pression, une mauvaise interview, un commentaire cruel sur son apparence, et il se retirera à nouveau, plus blessé qu'avant. »« Tu ne lui rends pas justice, » dit Solène fermement. « Adrien est plus fort que tu ne le penses. Vraiment, ou est-il simplement épris de la première femme qui n'a pas scié devant ses cicatrices ?» Grégoire s'approcha. « Soyons clairs, mademoiselle Leroy. Si tu te soucies un tant soit peu de mon frère, tu reculeras. Laisse-le guérir à son propre rythme. Ne le pousse pas dans des situations qu'il n'est pas équipé pour gérer. Adrien prend ses propres décisions, » insista Solène. « Vraiment ?» Grégoire sourit froidement. « Ou essaie-t-il juste de t'impressionner, d'être l'homme qu'il pense que tu veux qu'il soit ?» Il secoua la tête. « Quand tout cela s'écroulera, et cela arrivera, il sera dévasté, et tu devras vivre avec ça. » Avant que Solène ne puisse répondre, Grégoire s'éloigna, rejoignant Adrien avec un sourire qui ne trahissait rien de la menace qu'il venait de proférer. Plus tard ce soir-là, alors que Solène fermait sa boutique, elle ne pouvait pas se débarrasser des mots de Grégoire. Poussait-elle Adrien trop vite? Son courage soudain
était-il vraiment destiné à l'impressionner plutôt qu'à une véritable guérison? Ses inquiétudes furent interrompues par un coup à la porte de la boutique. À travers la vitre, elle vit son père, Étienne, debout là, l'air incertain. Contre son meilleur jugement, Solène déverrouilla la porte. « Nous sommes fermés. »« Je sais, » dit Étienne. « Je voulais juste m'excuser comme il se doit, d'être venu sans prévenir hier. Pour tout. » Solène soupira, lui faisant signe d'entrer. « Dis ce que tu as à dire. » Étienne entra avec précaution, comme s'il craignait qu'elle ne change d'avis. « J'ai beaucoup réfléchi à quel point j'ai été un père terrible, à toutes les fois où je t'ai laissé tomber. » Il la regarda droit dans les yeux. « Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait, Solène. Aucune. J'étais égoïste et faible. Pourquoi maintenant ?» demanda Solène, la question qui la brûlait de l'intérieur. « Pourquoi revenir maintenant ?»« Parce que je suis enfin assez fort pour faire face à ce que j'ai fait, » dit-il simplement. « Pour te faire face. Pour me faire face. » Il sortit une petite photo usée de son portefeuille. Solène à sa 8e fête d'anniversaire, souriant à l'appareil photo. « J'ai porté ça avec moi pendant 20 ans. Un rappel de tout ce que j'ai gâché. » Solène sentit les larmes monter. « Sais-tu combien de temps je t'ai attendu? Combien de nuits j'ai passé assise à la fenêtre guettant ta voiture? Combien de fois maman a dû trouver des excuses pour que papa rate un autre Noël, une autre pièce de théâtre scolaire? »« Je sais, » dit Étienne, ses propres yeux brillants, « et je le regretterai jusqu'à mon dernier jour. Ta mère était une femme incroyable. Elle a élevé une fille incroyable, sans aucune aide de ma part. » Il prit une profonde inspiration. « Je n'attends pas de pardon, Solène. Je veux juste une chance de connaître la femme incroyable que tu es devenue, à tes conditions, quelles que soient les limites que tu veux fixer. » Solène étudia l'homme devant elle, voyant à la fois le père qui l'avait abandonné et l'être humain brisé essayant de se racheter. « J'ai besoin de temps, papa. Ce n'est pas quelque chose que je peux décider ce soir. » Il hocha la tête, le soulagement évident sur son visage de ne pas être immédiatement rejeté. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part cette fois-ci. Je le promets. » Alors qu'il se tournait pour partir, Solène l'appela. « Pourquoi es-tu vraiment venu à Saint-Malo, de tous les endroits où tu aurais pu me trouver ?» Étienne s'arrêta à la porte. « Honnêtement, j'ai entendu parler de ta boutique par un ami à Lyon. Il disait que son cousin s'extasiait sur une herboriste faiseuse de miracles dans cette petite ville côtière. Quand j'ai réalisé que c'était toi, il haussa les épaules. Ça m'a semblé être un signe, une chance de remettre les choses en ordre. » Après son départ, Solène ferma à clé, ses émotions en plein tumulte. Entre Adrien, les menaces de Grégoire et maintenant le retour de son père, elle se sentait submergée. Son téléphone vibra avec un SMS d'Adrien. « Merci pour aujourd'hui, pour ton courage, pour m'en avoir prêté quand le mien affaiblit. À demain à la serre. » Le simple message la recentra, lui rappelant ce qui comptait. Quelles que soient les manipulations de Grégoire, quelles que soient les intentions de son père, ce qu'elle et Adrien construisaient semblait réel et honnête. « Je n'y manquerai pour rien au monde, » répondit-elle par SMS. « Fais de beaux rêves. » Le lendemain matin, Solène se réveilla avec un autre SMS d'Adrien. « Réunion du conseil à 10 heures. Nerveux mais prêt. Souhaite-moi bonne chance. »« Tu n'as pas besoin de chance, » répondit-elle. « Sois juste toi-même. C'est plus que suffisant. » Des heures passèrent sans réponse. Solène essaya de se concentrer sur ses clients, mais elle ne pouvait s'empêcher de vérifier son téléphone toutes les quelques minutes, se demandant comment se passait la réunion. Adrien avait-il tenu tête au conseil? Grégoire l'avait-il sapé? Juste après midi, la clochette au-dessus de la porte de la boutique tinta, et Solène leva les yeux avec espoir. Mais ce n'était pas Adrien, c'était un coursier, avec une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un court mot écrit de la main d'Adrien. « Quelque chose est arrivé. Je ne peux pas venir à la serre aujourd'hui. Je t'expliquerai plus tard. » Le message bref et impersonnel semblait faux. Après la connexion qu'ils avaient à partager, la chaleur de leur SMS, ce mot froid semblait être un pas en arrière. Alors que la journée avançait sans aucune autre nouvelle d'Adrien, l'inquiétude de Solène grandit. Quand vint l'heure de la fermeture, elle prit une décision. Elle se rendrait au manoir de Montaigne pour s'assurer qu'Adrien allait bien. Les grilles étaient fermées à son arrivée, mais Solène appuya fermement sur le bouton de l'interphone. « Ça oui » fit une voix nette qu'elle ne reconnut pas. « Je suis ici pour voir Adrien de Montaigne » dit Solène avec assurance. « Solène Leroy » Une longue pause. « Je suis désolé, mademoiselle Leroy. Monsieur de Montaigne n'est pas disponible. S'il vous plaît, dites-lui que je suis là, c'est important. » Une autre pause. « J'ai eu pour instruction de ne pas le déranger. Peut-être pourriez-vous appeler demain. » Frustrée, Solène retourna à sa voiture. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Ce n'était pas le genre d'Adrien.
Elle était sur le point de partir quand elle se souvint du chemin vers la serre. Il serpentait autour de la propriété, loin des grilles principales. Si elle se garait un peu plus loin sur la route, 20 minutes plus tard, Solène avançait prudemment le long du sentier côtier, le soleil couchant projetant de longues ombres. Alors qu'elle approchait de la serre, elle vit une lumière à l'intérieur. Son cœur s'accéléra. À travers les parois de verre, elle put voir Adrien assis seul sur le banc de pierre, la tête entre les mains. Il avait l'air défait, les épaules affaissées d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Solène frappa doucement à la porte vitrée. La tête d'Adrien se releva brusquement, la surprise et quelque chose comme la honte traversant ses traits quand il la vit. « Solène, dit-il alors qu'elle entrait, comment es-tu arrivée ici ? J'étais inquiète pour toi, dit-elle simplement. Que s'est-il passé à la réunion ? Adrien rit amèrement. Ce qui s'est passé ? Grégoire s'est passé. Il est arrivé avec des rapports financiers que je n'avais jamais vus. Des projections suggérant que mon retour à l'entreprise provoquerait une chute des actions. Il avait des déclarations de nos principaux partenaires exprimant leurs préoccupations concernant mon état. Il avait tout parfaitement planifié. La colère brûla dans la poitrine de Solène, et le conseil l'accrut. Ils n'ont pas eu besoin, il s'est assuré que je le crois. Adrien passa une main dans ses cheveux. Il avait raison, Solène. Je ne suis pas prêt. Je me faisais des illusions, pensant que je pouvais juste revenir après 3 ans et reprendre là où j'avais laissé. Ce n'est pas vrai, insista Solène, s'asseyant à ses côtés. Grégoire te manipule, peut-être. Mais et s'il avait aussi raison? Et si ma réapparition nuisait à l'entreprise? Et si je ne pouvais pas gérer la pression, l'examen minutieux? Il se tourna vers elle, les yeux angoissés. Et si je faisais ça pour les mauvaises raisons? Quelles seraient ces raisons? Adrien détourna le regard. Pour t'impressionner, pour être l'homme que je pense que tu mérites, au lieu d'un reclus qui se cache du monde. Alors Grégoire l'avait atteint après tout. Solène prit délicatement le visage d'Adrien entre ses mains, le tournant pour qu'il la regarde. « Écoute-moi, tu n'as pas besoin de m'impressionner. Je suis déjà impressionné par ton courage, ta gentillesse, ta résilience. Que tu diriges une entreprise mondiale ou que tu t'occupes de ta serre en privé, je tiens à toi, Adrien, le vrai toi. » Ses yeux cherchèrent les siens. « Comment peux-tu être si sûr de moi alors que je ne suis pas sûr de moi-même? Parce que je te vois, » dit simplement Solène. Pas les cicatrices, pas le milliardaire, pas le reclus, juste Adrien. Et cet homme-là mérite qu'on croie en lui. La main d'Adrien vint couvrir la sienne là où elle reposait sur sa joue. Grégoire dit que je ne pense pas clairement, que je me précipite à cause de toi. Et qu'en penses-tu? Je pense... Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. Je pense que pour la première fois en 3 ans, je pense vraiment clairement. Je ne laisse pas la peur contrôler mes décisions. Je commence à me souvenir qui j'étais avant l'incendie, pas seulement l'homme d'affaires, mais la personne. L'homme qui avait des rêves au-delà de l'entreprise, qui voulait faire une différence dans le monde. Il tourna sa main pour entrelacer ses doigts avec les siens. Et c'est grâce à toi, Solène. Non pas parce que j'essaie de t'impressionner, mais parce que tu m'as rappelé que je suis toujours là, toujours vivant, toujours digne d'avoir une vie au-delà de ces cicatrices. Un soulagement inonda Solène. C'est l'Adrien que je connais. Mais Grégoire n'a pas tort sur tout, admit-il. Je dois vraiment prendre les choses lentement avec l'entreprise, reconstruire progressivement, leur montrer que je suis toujours capable, un pas à la fois, acquiesça Solène. Tout comme avec la serre. Adrien sourit, le premier vrai sourire qu'elle lui avait vu de la journée. En parlant de ça, j'ai quelque chose à te montrer. Il la conduisit à l'arrière de la serre, où plusieurs plants de lavande s'épanouissaient. Ils ont commencé à fleurir ce matin. Je voulais que ce soit une surprise. Solène toucha les délicates fleurs violettes. Elles sont magnifiques, Adrien, tout comme leur gardienne, dit-il doucement, ses yeux ne quittant jamais son visage. Cette fois, quand il se pencha vers elle, il n'y eut pas d'interruption. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser doux et interrogateur qui s'intensifia rapidement alors que Solène répondait. Ses bras encerclèrent à sa taille, l'attirant plus près, tandis que ses mains montaient pour toucher son visage, à la fois la police et la cicatriser. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement, Adrien posa son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça depuis le jour où tu n'as pas détourné le regard, » avoua-t-il. « Je le voulais aussi, » admit Solène avec un sourire. Le bruit de pas sur le chemin de pierre à l'extérieur les fit tous deux se retourner. Grégoire se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression orageuse alors qu'il assimilait la scène devant lui. « J'aurais dû m'en douter, » dit-il froidement. « Mon frère, il faut qu'on parle, tout de suite. » Adrien se redressa, son bras toujours autour de la taille de Solène. « Quoi que tu aies à dire, tu peux le dire devant Solène. »
Le sourire de Grégoire était dangereux. Très bien, comme tu veux. Il sortit son téléphone, tapota l'écran avant de le brandir. Peut-être aimerais-tu expliquer ceci? Sur l'écran se trouvait un article de presse avec le titre « L'héritier de Montaigne cicatrisé trouve l'amour avec une herboriste vénale ». En dessous se trouvait une photo de Solène et Adrien de leur promenade en ville, clairement prise à leur insu. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Adrien. « Il semble que ta nouvelle amie ait vendu ton histoire au tabloïd, » dit Grégoire d'un ton suave, monnayant ta douleur pour ses 15 minutes de gloire. « C'est un mensonge, » haleta Solène. « Je ne ferai jamais ça. Le journaliste dit que sa source était proche de Mademoiselle Leroy, » continua Grégoire, faisant défiler l'article. « Quelqu'un qui connaissait tout de votre romance naissante, quelqu'un qui connaissait les détails privés de votre accident, de votre convalescence. » Une sensation de froid s'installa dans l'estomac de Solène. « Mon père, » murmura-t-elle. Adrien la regarda vivement. « Quoi? Mon père est arrivé en ville il y a quelques jours, » expliqua Solène, son esprit s'emballant. « Il a dit qu'il voulait se racheter, mais il a déjà fait ça. Il m'a utilisé pour de l'argent, pour des relations. »« Quelle coïncidence !» dit Grégoire sceptique. « Accuser le père éloigné. » L'expression d'Adrien était illisible. « As-tu parlé de nous à ton père? De mon accident? »« Non, » insista Solène. « Je lui ai à peine parlé. Mais il a pu entendre des choses en ville. Les gens parlent. C'est certain, » acquiesça Grégoire avec une fausse sympathie. « Surtout quand on est encouragé par des promesses de paiement. » Il se tourna vers Adrien. « Je t'avais prévenu qu'elle cherchait quelque chose. Ton argent, ton histoire, peu importe. Elle t'a utilisé comme tout le monde. » La prise d'Adrien sur la taille de Solène s'était relâchée. Le doute dans ses yeux lui brisa le cœur. « Adrien, tu me connais, » supplia-t-elle. « Tu sais que je ne ferai jamais ça. »« Vraiment ?» demanda-t-il doucement. « Nous nous connaissons depuis si peu de temps, et tu as été si désireuse de m'aider à rejoindre le monde. Parce que je tiens à toi. » Des larmes piquèrent les yeux de Solène. Pas à cause d'une histoire de tabloïd. Grégoire s'approcha. « Mon frère, je déteste te voir souffrir à nouveau. Mais mieux vaut connaître la vérité maintenant, avant que tu ne t'impliques davantage. » Adrien regarda Grégoire puis Solène, le conflit évident sur son visage. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il finalement. Seul, le renvoi blessa plus que toute accusation. Solène recula, luttant contre les larmes. « Si tu crois que je ferai ça, alors tu ne me connais pas du tout. » Elle sortit de la serre la tête haute, même si son cœur s'effondrait. Derrière elle, elle entendit la voix suave de Grégoire. « Je suis désolé, mon frère, vraiment, mais j'ai essayé de te prévenir. » Dans sa voiture, Solène laissa enfin les larmes couler. Elle avait de nouveau ouvert son cœur seulement pour le voir brisé par la méfiance et la manipulation. Le parallèle avec sa relation avec Marc ne lui échappa pas. Encore une fois, elle avait donné son cœur à quelqu'un qui ne pouvait pas entièrement croire en elle quand cela comptait le plus. Alors qu'elle s'éloignait du manoir de Montaigne, Solène prit une décision. Elle n'attendrait pas qu'Adrien décide si elle était digne de confiance. Elle le prouverait, en découvrant qui avait réellement vendu leur histoire au tabloïd, et elle avait une assez bonne idée de l'endroit où commencer à chercher. Solène se rendit directement à l'auberge du Goéland, ses mains serrant le volant si fort que ses phalanges blanchissaient. La colère et la douleur la poussaient alors qu'elle se garait et marchait d'un pas décidé vers le hall. « Chambre 12 », dit-elle à la réceptionniste sans s'embarrasser de politesse. La femme indiqua le couloir. « Il est là, ma petite. Je l'ai vu revenir il y a moins de 30 minutes. » Solène frappa sèchement à la porte. Quand Étienne l'ouvrit, son sourire accueillant s'effaça rapidement à la vue de son visage marqué par les larmes. « Solène, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle le dépassa pour entrer dans la petite chambre. « Comment as-tu pu ? Je t'ai donné une chance de prouver que tu avais changé et c'est ce que tu fais. » Étienne eut l'air réellement confus. « De quoi parles-tu ? » ?»« L'histoire dans le tabloïd, » dit Solène, lui jetant son téléphone avec l'article affiché. « À propos de moi et d'Adrien de Montaigne. Quelqu'un a vendu des informations à la presse, et Grégoire de Montaigne est convaincu que c'était toi. » Étienne parcourut l'article du regard, sa confusion se transformant en indignation. « Et tu l'as cru ? Tu penses que je te ferais ça ? Pourquoi pas ?» rétorqua Solène. « Tu m'as déjà utilisé quand ça t'arrangeait. Qu'est-ce que c'était cette fois ? De l'argent ? Un gain rapide à mes dépens ? Solène, écoute-moi. » Étienne posa le téléphone et la regarda dans les yeux. « Je n'ai pas fait ça. Je le jure sur la mémoire de ta mère. Je ne te ferai jamais de mal comme ça. » Quelque chose dans sa voix, une sincérité brute qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, fit Solène s'arrêter. « Alors qui l'a fait ?» Étienne s'assit lourdement sur le lit. « Je ne sais pas. Mais si je devais deviner, Grégoire de Montaigne lui-même. » Solène le fixa. « Quoi ?» Réfléchis. « Qui bénéficie le plus de l'éloignement entre toi et Adrien ?
Qui a essayé de le maintenir isolé et sous contrôle? Qui a immédiatement pointé du doigt quelqu'un qu'Adrien ne connaît pas, quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre? Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Grégoire a lui-même monté l'histoire, murmura Solène. Il avait besoin de quelqu'un à blâmer, et mon père éloigné était le bouc émissaire parfait. J'ai peut-être été un père terrible, Solène, mais je ne suis pas un monstre. Les yeux d'Étienne étaient suppliants. Je suis venu ici pour arranger les choses, pas pour détruire ta vie. Solène s'assit à ses côtés, soudain épuisée. Je voulais croire que tu avais changé. Je ne pouvais juste pas risquer d'être blessé à nouveau. Je sais. Étienne plaça sa main sur la sienne avec hésitation. Et je ne t'en veux pas de me suspecter. J'ai mérité cette méfiance. Mais je ne suis plus cet homme, Solène. Je te le promets. En regardant les yeux de son père, Solène prit une décision. Aide-moi à prouver que ce n'était pas toi. Aide-moi à démasquer Grégoire. Pour la première fois de sa mémoire, Étienne Leroy se montra à la hauteur quand elle en eut besoin. Dis-moi ce que je dois faire. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Étienne utiliserait ses contacts journalistiques de ses années dans l'édition pour retrouver la source de l'histoire. Solène recueillerait des preuves des autres manipulations de Grégoire. Une dernière chose, dit Étienne alors que Solène se préparait à partir. Je sais que je n'ai aucun droit de te donner des conseils, mais n'abandonne pas Adrien. S'il t'aime, il verra à travers les mensonges de son frère. Je ne sais pas s'il m'aime vraiment, admit Solène. Nous nous connaissons depuis si peu de temps. Étienne sourit tristement. Parfois, il ne faut pas longtemps pour reconnaître l'évidence. J'ai su que ta mère était la bonne dès notre premier rendez-vous. Mon plus grand regret est d'avoir été trop faible pour être l'homme qu'elle méritait. Pendant 3 jours, Inès n'eut aucune nouvelle de Dorian. Elle se jeta à corps perdu dans la collecte de preuves contre Gabriel, travaillant avec son père pour retrouver la source de la fuite dans la presse à scandale. La boutique lui offrait une certaine distraction, mais son cœur se serrait à chaque heure de silence provenant du manoir de la Falaise. Le 4e jour, Michel fit irruption dans la boutique juste avant la fermeture, brandissant un morceau de papier triomphalement. « On l'a eu », annonça-t-il. « Mon contact à la Dépêche du Littoral a retracé le paiement de l'article. Il est allé à une société écran qui mène directement à Gabriel Ashford. C'est lui qui a payé pour cet article diffamatoire sur son propre frère. » Un soulagement inonda Inès. « Il faut le dire à Dorian. Il y a plus, » continua Michel. « J'ai fouillé dans les registres de la société Ashford. Documents officiels, rapports d'actionnaires. Gabriel a systématiquement transféré des actifs et le pouvoir décisionnel à son profit depuis l'accident. Il planifiait d'évincer complètement Dorian. Ça, comment faire parvenir cette information à Dorian? Il ne répond pas à mes appels. » Avant que Michel ne puisse répondre, la clochette au-dessus de la porte de la boutique tinta. Ils se tournèrent pour trouver Brigitte Dubois, la commère du village, vibrant littéralement d'excitation. « Inès, ma chère, avez-vous entendu? La société Ashford organise un grand gala ce soir à l'hôtel des Embruns. Tout le gratin y sera. Gabriel Ashford va annoncer un nouveau projet de complexe hôtelier juste ici, dans notre ville. » Inès et Michel échangèrent un regard. « C'est ça, » dit Inès. « C'est là que nous l'affronterons. » Brigitte se pencha, conspiratrice. « J'ai entendu dire que Dorian Ashford pourrait aussi faire une apparition, son premier événement public depuis l'accident. Vous imaginez ?» Après le départ de Brigitte, Inès se tourna vers son père. « Je dois entrer dans ce gala. » Michel sourit. « Laisse-moi faire. Je connais le directeur de l'hôtel depuis mes jours de reporter. » 3 heures plus tard, Inès se tenait devant la grande salle de bal de l'hôtel des Embruns, vêtue d'une robe de soirée vert émeraude empruntée qui faisait rayonner sa peau mate. Son père avait tenu parole, obtenant des accréditations de personnel de service qui les firent entrer par les cuisines. « N'oublie pas, » murmura Michel. « Attends le bon moment. Trop tôt, et Gabriel arrêtera tout. Trop tard, et les dégâts seront faits. » Inès hocha la tête, ses yeux balayant la salle bondée à la recherche de Dorian. Des invités élégamment vêtus se mêlaient, le champagne coulait à flot, et des photographes circulaient, capturant l'élite du monde des affaires. Gabriel se tenait près du podium à l'avant, charmant et sûr de lui alors qu'il saluait les investisseurs. Mais il n'y avait aucun signe de Dorian. Avait-il décidé de ne pas venir finalement? Gabriel l'avait-il convaincu de rester caché? Juste au moment où Inès commençait à perdre espoir, un silence se fit dans la pièce. Elle se tourna pour voir ce qui avait captivé l'attention de tous. Dorian se tenait dans l'embrasure de la porte, grand et fier. Il portait un costume noir impeccablement taillé, ses cheveux sombres soigneusement coiffés. Mais ce qui coupa le souffle d'Inès, c'est qu'il n'avait fait aucune tentative pour cacher ses cicatrices. Pas de capuche, pas d'éclairage stratégique, pas de profil tourné.
Il faisait face à la foule directement, son côté gauche cicatrisé clairement visible pour tous. Des halètements et des murmures parcoururent la pièce. Les flashs crépitèrent, alors que les photographes se précipitaient pour capturer l'instant. Le sourire de Gabriel se figea sur son visage en voyant son frère. Dorian commença à marcher à travers la foule, hochant poliment la tête au visage stupéfait autour de lui. Quand ses yeux trouvèrent Inès à l'autre bout de la pièce, il s'arrêta. Pendant un moment suspendu, ils se regardèrent simplement. Puis, à son grand étonnement, il commença à marcher directement vers elle. « Inès », dit-il quand il l'eut rejointe, sa voix portant dans la pièce soudainement silencieuse. « Vous êtes là. Je devais venir, » dit-elle doucement. « J'ai quelque chose d'important à vous dire. »« Moi aussi, » répondit Dorian. Mais d'abord, il fut interrompu par Gabriel, qui s'était rapidement approché, son sourire public fermement en place, bien que ses yeux fussent froids. « Dorian, quelle surprise! Nous ne vous attendions pas ce soir. » Il posa une main sur le bras de son frère, essayant de le guider loin. « Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos investisseurs avant l'annonce. » Dorian ne bougea pas. « En fait, Gabriel, je crois qu'il est temps que je fasse ma propre annonce. » L'alarme traversa le visage de Gabriel. « Mon frère, nous avions convenu que vous prendriez les choses doucement. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions impulsives. »« C'est exactement le moment, » rétorqua Dorian. Il se tourna pour s'adresser à la foule attentive. « Mesdames et messieurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorian Ashford. » La pièce devint complètement silencieuse, tous les regards fixés sur lui. « Il y a 3 ans, j'ai survécu à l'incendie qui a coûté la vie à mes parents et m'a laissé ses cicatrices. Pendant trop longtemps, je me suis caché, honteux de mon apparence, effrayé de vos regards et de vos murmures. » Sa voix devint plus forte, mais on m'a récemment rappelé que la valeur ne se mesure pas à une peau sans défaut ou à une image parfaite. Les yeux de Dorian trouvèrent Inès à nouveau. Quelqu'un de très sage m'a montré que ce qui importe, c'est la profondeur avec laquelle on choisit de vivre, l'honnêteté avec laquelle on affronte ses peurs, le courage avec lequel on revient dans la lumière après avoir été consumé par l'obscurité. Gabriel s'avança, son sourire contraint. « Nous sommes tous émus par votre courage, Dorian. Mais peut-être devrions-nous poursuivre le programme prévu. »« Pas encore, Gabriel, » dit Dorian fermement. « Il y a encore des choses à dire. » Il se tourna vers la foule. « La société Ashford a été bâtie sur la vision de mes parents d'une hospitalité qui fait que les gens se sentent vraiment vus et valorisés. Pendant 3 ans, j'ai négligé ma responsabilité envers cette vision. Cela prend fin ce soir. » Des murmures se répandirent dans la foule, tandis que l'expression de Gabriel s'assombrissait. Avec effet immédiat, je reprends ma position de PDG d'Ashford International. La voix de Dorian était claire et confiante. Mon premier acte sera de commander un audit complet de toutes les activités et transferts de la société depuis mon accident. Le visage de Gabriel pâlit. Vous ne pouvez pas faire ça. Le conseil d'administration a déjà été contacté, coupa Dorian. Ils ont reçu des documents très intéressants concernant des transferts d'actifs non autorisés et des manœuvres financières douteuses. Inès observa le sang-froid de Gabriel craquer enfin. « Vous faites une erreur, » siffla-t-il. « Ce n'est plus qui vous êtes. L'entreprise a besoin d'un leader fort et entier, pas d'un reclus qui replonge tête baissée après quelques semaines passées à faire le jardinier avec sa nouvelle petite amie. » Le venin dans la voix de Gabriel choqua les spectateurs. Dorian, cependant, resta calme. « Vous avez raison sur une chose, Gabriel. Je ne suis plus celui que j'étais avant l'incendie. Je suis plus fort, plus compatissant, plus conscient de ce qui compte vraiment. » Il regarda autour de la pièce. « Je ne veux pas de votre pitié. Je ne veux pas de vos applaudissements. Je veux juste vivre authentiquement. Cicatrice et tout. » Il se tourna vers Inès, lui tendant la main. « Et je veux vivre avec vous. » Les larmes remplirent les yeux d'Inès alors qu'elle s'avança et prit sa main. Derrière eux, le visage de Gabriel se tordit de fureur. « Elle vous utilise, » cracha-t-il. « Elle et son père ont vendu votre histoire aux tabloïds. Ils en veulent à la fortune, Ashford. » Un halètement collectif traversa la pièce. La prise de Dorian sur la main d'Inès se resserra. « C'est un autre mensonge, Gabriel, » dit Dorian d'une voix égale. « Tout comme tous les autres que vous m'avez racontés depuis l'accident. » Michel s'avança, brandissant un dossier. « J'ai la preuve que Gabriel lui-même a monté cette histoire. Virement bancaire, communication par email, tout mène à lui. Et j'ai des copies de documents montrant comment il a systématiquement siphonné le contrôle de l'entreprise à Dorian, » ajouta Inès, tout en le convainquant qu'il n'était pas prêt à revenir. Les murmures devinrent plus forts, tandis que Gabriel regardait frénétiquement autour de la pièce. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas croire. Sécurité !» appela Dorian.
et 2 hommes corpulents apparurent à ses côtés. « Veuillez raccompagner mon frère. Le conseil d'administration le contactera concernant son avenir au sein de la société. » Tandis que Gabriel était emmené, protestant toujours, Dorian se tourna pour faire face à Inès entièrement. « Je suis désolé de vous avoir douté, » dit-il, sa voix épaissie par l'émotion. « J'ai passé si longtemps à croire que personne ne pouvait voir au-delà de ces cicatrices que lorsque quelqu'un l'a fait finalement. Vous avez eu peur, » termina Inès pour lui. « Je comprends, Dorian. La peur nous fait douter des choses que nous voulons le plus. »« Je ne veux plus avoir peur, » dit-il, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Je ne veux plus me cacher de la vie, ni de l'amour. » Le mot resta suspendu entre eux, puissant et nouveau. « L'amour » murmura Inès. « Oui, » dit simplement Dorian. « Je vous aime, Inès Rhodes. Vous m'avez vu quand j'étais invisible. Vous avez cru en moi quand j'avais cessé de croire en moi-même. » Le cœur d'Inès se sentait trop plein pour sa poitrine. « Je vous aime aussi, Dorian. Non pas parce que vous revenez dans le monde ou que vous tenez tête à Gabriel, mais pour qui vous êtes, cicatrisé, en voie de guérison, et absolument magnifique à mes yeux. » Dorian se pencha et l'embrassa juste là, devant tout le monde. Les appareils photo crépitèrent, capturant l'instant, mais aucun d'eux ne s'en souciait. Ils avaient tous 2 passé trop de temps à se cacher. Dorian derrière ses cicatrices, Inès derrière ses murs d'autoprotection. Maintenant, ensemble, ils entrèrent dans la lumière. Le lendemain matin, leur baiser fit la une de tous les journaux et sites de potins. Le milliardaire cicatrisé retrouve l'amour et son empire, titrèrent les gros titres. Pour une fois, la publicité ne sembla pas invasive à Dorian. Elle ressemblait à une libération. Dans les semaines qui suivirent, Dorian partagea son temps entre les bureaux de la société à Paris et Belle-Côte. L'audit révéla toute l'étendue des manipulations de Gabriel, des millions détournés, des partenariats sabotés et une campagne systématique pour maintenir Dorian isolé et dépendant. « Il a toujours mal supporté d'être le frère cadet », expliqua Dorian à Inès alors qu'ils étaient assis dans la serre un soir. L'incendie lui a donné l'opportunité qu'il attendait. « Que va-t-il lui arriver ?» demanda Inès, la tête posée sur l'épaule de Dorian. « Le conseil d'administration a voté pour le révoquer complètement. Il pourrait y avoir des poursuites pénales, selon ce que les enquêteurs découvriront d'autres. » Dorian soupira. « Une partie de moi le plaint, malgré tout. C'est parce que vous avez un bon cœur, » dit Inès en l'embrassant sur la joue. « C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je vous aime. » Leur relation s'approfondit à mesure que le printemps laissait place à l'été. Dorian aida Inès à développer son entreprise, utilisant son expertise pour ouvrir une 2e boutique sur le domaine du manoir. Inès, à son tour, continua d'aider Dorian à guérir, non seulement ses cicatrices physiques, mais aussi les émotionnelles. Michel Rhodes resta à Belle-Côte, louant un petit appartement près de la boutique d'Inès. Leur relation était encore hésitante, pleine de moments gênants et de vieilles blessures, mais ils faisirent des efforts, un jour à la fois. « Il fait vraiment un effort », dit Inès à Dorian, alors qu'ils marchaient le long de la plage par une douce soirée. « Il m'a aidé à mettre en place le nouveau système d'inventaire à la 2e boutique hier. Il n'a rien demandé en retour. »« Les gens peuvent changer », dit Dorian en lui serrant la main. « Parfois, il faut tout perdre pour réaliser ce qui compte. » Ils s'arrêtèrent pour regarder le coucher de soleil, la lueur orangée peignant l'eau et le sable de teintes ardentes. Dorian se tourna vers Inès, soudain sérieux. « Je pensais à ce que vous avez dit lors de notre première rencontre, à propos des choses qui nous blessent le plus et qui parfois nous libèrent. » Il prit une profonde inspiration. « Avant l'incendie, je vivais la version de ma vie dictée par quelqu'un d'autre. La vision de mon père pour l'entreprise, les attentes sociales de ma mère, l'idée de Sophie du fiancé parfait. J'avais du succès, mais j'étais vide. » Inès écouta, lui laissant l'espace pour trouver les mots. « L'incendie a emporté tout ce que je pensais me définir. Mon apparence, mes parents, ma certitude quant à l'avenir. » Dorian toucha sa joue cicatrisée. « Mais en perdant ces choses, je me suis trouvé. Le vrai moi, sous toutes les attentes et les apparences. »« Et qui est le vrai Dorian Ashford ?» demanda Inès doucement. Il sourit, ses yeux se plissant au coin. Un homme qui aime faire pousser des choses, qui valorise l'honnêteté plus que l'image, qui veut utiliser sa position pour créer de véritables liens dans un monde déconnecté. Son regard était tendre, tandis qu'il la regardait. Un homme qui aime une femme remarquable, qui vend du réconfort dans de petits pots et qui en donne librement de son cœur. Dorian prit ses 2 mains dans les siennes. « Je ne veux pas me presser, Inès. Nous avons tous les 2 besoin de temps pour guérir, pour construire lentement. Mais je veux que vous sachiez que je vois un avenir avec vous, une vie ensemble. » Des larmes de joie brouillèrent la vision d'Inès. « Je le vois aussi. Alors, on y va un jour à la fois ?» demanda-t-il, la serrant contre lui. « Un jour à la fois, » acquiesça-t-elle,
se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Plus tard dans la nuit, il se tenait sur le balcon du manoir, contemplant l'océan éclairé par la lune. Dorian capta son reflet dans la porte vitrée, cicatrice et tout, et ne détourna pas le regard. Derrière lui, Inès glissa ses bras autour de sa taille et posa sa tête contre son dos. « Heureux ?» demanda-t-elle. Dorian se tourna dans son étreinte, la serrant fort, plus que je n'aurais jamais cru possible. Il lui embrassa doucement le front, puis murmura « Peut-être que le feu a brûlé tout ce que je n'étais pas, pour que je puisse enfin devenir qui je suis. » Inès leva les yeux vers lui, ses yeux brillants d'amour. « Et qui vous êtes, Dorian Ashford, est absolument parfait. » Tandis qu'ils se tenaient l'un l'autre sous les étoiles, tous deux savaient qu'ils avaient retrouvé quelque chose de précieux et de rare, un amour bâti non sur la fantaisie ou la perfection, mais sur le fait de se voir et de s'accepter complètement. Un amour qui avait émergé des cendres de leur douleur passée, plus fort et plus beau grâce à ce chemin parcouru, un amour qui durerait parce qu'il était réel, un amour que le feu n'avait pas brûlé.